enfant d'1 an. Et c'est à partir de cet âge que tout son avenir va être déterminé, va être défini. Il faut faire très attention à ce qu'on lui dit, les reproches, les compliments, comment le traiter, ce qu'il entend. Et oui, il faut s'exprimer, mon petit jeune homme. Et c'est à partir de cet âge-là que tout se met dans son subconscient. Et tout ce qu'il entend, tout ce qu'on lui accorde va vraiment façonner son avenir. Docteur Nazli Farid, vous êtes psychologue, psychanalyste, vous avez aussi une formation de littérature française, voire même un doctorat en littérature française, et vous êtes coach. On a beaucoup de curiosité pour vous connaître davantage. On souhaiterait que vous nous autorisiez à faire le tour de votre monde. Suivons un ordre chronologique, commençons tout d'abord par votre formation. Moi, j'ai fait ma scolarité au Collège Notre-Dame de Sion. J'en suis parti en 84 pour aller à la fac des lettres, où j'ai passé un certain nombre d'années. Donc j'ai une licence de littérature en 88. Et puis, bon, j'ai pris mon temps, n'étant pas nommé à la fac, j'ai pris mon temps après pour la maîtrise, le doctorat, etc. Et il y a un fil, puisque vous avez mentionné la psychanalyse, il y a un fil que j'ai maintenu tout au long de ces années. C'était en troisième année, un prof que Dieu ait son âme, c'est pas un prof, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup influencé ma vie, Dr Nadia Abdallah, qui nous a fait un cours de critique littéraire. Il y avait la critique thématique, psychanalytique, stylistique, etc. Et c'était autour des confessions de Rousseau. Confessions de Rousseau, l'abandon de ses 5 enfants dans un orphelinat, et là est parti mon trajet entre psychanalyse et littérature. Ce thème était le début, donc comment est-ce que vous avez démarré? J'ai découvert que c'était une passion. C'était vraiment une passion. Je sentais comment on analysait les paroles de Rousseau, les écrits de Rousseau, pour mieux connaître Rousseau. J'ai eu envie de faire ça avec moi-même. Mais en fait, je ne l'ai pas fait tout de suite. Bon, là, vous me direz, la psychanalyse en Égypte en 87, c'était pas... ça n'existait même pas. Donc j'ai continué à beaucoup lire, à beaucoup me documenter, à faire beaucoup de recherches. Et c'est récemment, depuis 2013, que j'ai assouvi ma vocation de psy. Comment est-ce que vous y êtes prise? Le parcours est assez original, entre guillemets. J'ai fait donc 4 ans de fac de lettres. Et à la 4e année, j'ai aussi étudié la littérature au Centre culturel français de l'époque, un diplôme de la Sorbonne pour étrangers, et c'est comme ça qu'on m'a proposé une bourse d'études dans un domaine auquel j'avais jamais pensé, les bibliothèques. Étant gamine, j'ai toujours beaucoup lu, il y avait toujours des livres à la maison, j'aime beaucoup acheter des livres, etc., mais je ne pensais jamais travailler dans une bibliothèque. Je suis parti effectivement en France 1 an pour étudier la bibliothéconomie, qui est un mot assez barbare. Et je suis revenu donc 1 an après pour travailler au centre. J'ai passé 21 ans de ma vie dans ces murs-là. 21 années où j'ai exercé le métier de bibliothécaire, de responsable de la médiathèque, d'enseignante de littérature. Puis quand j'ai atteint ma majorité, 21 ans donc de bons et loyaux services dans les services français,
Il y avait eu le don de la Bibliothèque nationale de France à la Bibliothèque d'Alexandrie, 500 000 ouvrages en langue française, etc. Donc là, j'ai switché. Je suis allée à la Bibliothèque d'Alexandrie. Pour 2 ans, j'ai monté la bibliothèque francophone. J'ai été directrice de la bibliothèque francophone pendant 2 ans. Et puis, j'ai démissionné en 2012. Démissionné en 2012 pour essayer de monter mon propre projet. Bon, c'était avec quelqu'un, bon, ça n'a pas marché. J'ai réessayé après de faire mon propre projet toute seule. Et c'est là que j'ai mis, en fait, et ça mes amis m'ont conseillé en me disant, écoute Nazli, sois logique, c'est pas possible que quelqu'un sache faire tout ça. Spécialise-toi dans un domaine et offre tes services à ce niveau-là. Donc j'étais freelancer, si vous voulez. Donc j'ai mis dans le document, que je n'ai pas là malheureusement, j'ai mis dans le document la littérature, l'enseignement, les bibliothèques, l'informatique, parce que j'ai été aussi coordinatrice informatique, la psychologie, la rédaction de courriers administratifs ou autres, puisque j'adore écrire, ou du moins j'adorais écrire jusqu'à un moment donné. Donc j'ai mis des tas de choses qui en fait retraçaient mon parcours professionnel et personnel, mais qui en même temps ne voulaient pas dire grand-chose pour une clientèle éventuelle. Et petit à petit, ça a été une période difficile. Moi qui ai toujours travaillé presque 12 heures par jour, c'est une période où j'ai fait ma dépression, j'étais coupée du monde du travail, donc je ne trouvais plus mes repères. Personnellement, c'était aussi une période difficile. Bon, je suis suivie depuis 2005 par une excellente psychologue clinicienne, Sophie Brun. Et c'est là qu'elle a, en parlant avec elle, puisque la parole guérit, en parlant avec elle, j'ai pris mon courage à 2 mains pour me dire que les années de psychanalyse que j'avais derrière moi pouvaient faire que je pouvais me spécialiser en psychologie. Est-ce qu'en psychologie, on pourrait parler de spécialité? Je vais vous faire une réponse un peu en dehors du cadre. Je suis une spécialiste, si j'ose dire, sans utiliser trop de mots pompeux et spécialisés, de l'âme humaine. Que l'âme humaine ait 5 ans, 8 ans, 40 ans ou 60 ans, ce sont les mêmes lois qui nous régissent. Donc, je couvre large, je ratisse large dans le sens du respect de la souffrance humaine, de la compréhension des mécanismes humains. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce comportement-là? Qu'est-ce qui fait, d'où vient ce qu'on appelle communément ce trait de caractère? Il n'y a pas de trait de caractère. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de génétique en matière de souffrance humaine. Ces sciences-là, bien sûr, existent, mais quand on voudrait analyser qu'est-ce qui fait que je réagis, moi, d'une telle manière qui peut traduire de la colère, qui peut traduire de la souffrance, qui peut traduire de la peur, au niveau émotionnel, on n'arrive pas tout le temps à bien nommer ce qu'on ressent. Donc, on ne doit pas parler de spécialité ou de spécialisation en matière de psychologie, c'est l'âme humaine en général. Ce bon vieux Freud, vraiment, c'est la révélation du siècle précédent, c'est le triangle oedipien. Papa, maman, enfance, et là vous avez les clés de l'humanité. Et je veux dire,
Vous pouvez me poser n'importe quel cas, je suis capable de prouver que aux origines, il y a les blessures de l'enfance. D'après la mère de la psychanalyse et de la psychologie française, Françoise Dolto, dans son livre Au cœur des émotions de l'enfant, elle a évoqué ceux qui débouchent à un blocage académique, notamment en matière de maths et de mathématiques, de calcul et surtout de division, quand ils ont soupçonné qu'il y aurait une séparation probable entre les parents, alors que les parents l'avaient caché. Et les enfants ont réussi à le comprendre allant au-delà du langage verbal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Je combats de toutes mes forces ça. Parce que les origines, c'est le passé. On ne dit pas rester enfoui dans le passé, ressasser sans arrêt, dire « oh là là, j'ai été victime, oh là là, ça va pas », etc. Mais comprendre d'où ça vient, où est la source. C'est essentiel, ça me paraît logique. À votre avis, est-ce que c'est toujours la faute des parents? Oh là, j'ai beaucoup de réserves sur le mot faute, puisque à la naissance, on est enfermé dans ça c'est juste, ça c'est faux, pour schématiser. Ça c'est péché, ça c'est conforme à la religion. Ça c'est, si tu fais ça, tu seras, je perds le mot, tu n'échoueras pas. Tu réussiras. L'échec, la réussite. Donc, ce genre de carcan place les parents dans une situation de justification. Si on dit c'est la faute des parents, les parents vont dire « Ah non, mais moi j'ai fait du mieux que j'ai pu. Moi j'ai été élevé comme ça. On a toujours fait comme ça. » Donc, ce genre de lieux communs, moi je les combats avec mes patients au quotidien. Parce que ça ne nous permet pas d'avoir le recul nécessaire pour avoir comme une photographie. Il y a eu des parents qui ont fait de leur mieux, avec les meilleures intentions du monde. Mais il ne faut pas oublier que les parents, ce sont de vieux enfants, qui ont eu eux-mêmes des parents, qui avaient des défauts et des qualités. Ça, c'est normal. Les défauts des parents, les manques des parents, vont faire qu'ils ne vont pas être pour leurs enfants de suffisamment bons parents. Il vaut mieux éduquer, que l'enfant soit poli, que l'enfant soit à l'école ayant de bonnes notes, etc. Mais est-ce que l'enfant est heureux? Est-ce que l'enfant s'éclate? Est-ce que l'enfant vit cette période qui ne va jamais plus vivre? Tôt ou tard, les responsabilités vont tomber. Donc cette période de l'enfance où on n'a que des droits, on n'a pas de devoirs. Ça, les parents ont tendance à l'oublier. Est-ce qu'on peut dire que les parents, dans ce cas, défendent leur propre enfance, leurs propres parents, leur propre éducation? On défend toujours ses parents. Jusqu'aux portes de la thérapie, on dit mon père, je l'adore, il a tout fait pour nous, etc. Ma mère a été parfaite, elle a toujours été là. Et donc c'est un panégyrique comme ça. Et puis, subitement, mais... Et c'est là qu'on commence à s'autoriser, les oreilles du psy devant être empathiques. Et c'est là toute la différence entre bavarder avec un ami ou bavarder avec un professionnel. C'est là que le psy commence à dire, ah oui, derrière ce mais, il y a la possibilité de dire, mes parents ne sont pas parfaits. Et c'est malheureusement ce que la société, la religion, les us, les coutumes, nos amis, ah non, 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 ton papa a vieilli, il faut absolument que tu sois plus tolérant. C'est pas question de tolérance, c'est question de papa, maman. Est-ce que vous m'avez donné mes droits? Si un droit ou plus est manquant, ça veut dire que vous avez failli à mon égard. J'ai le droit de reprocher, j'ai le droit d'avoir de la colère, pour arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, au pardon, à la résilience. Mais avant, il y a des phases de nettoyage, comme une blessure physique qui n'a pas été bien nettoyée, qui s'est mal refermée.
Et c'est dans ce sens qu'on peut reprocher aux parents qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont parfaits pour le petit enfant qui naît, qui ne sait pas se nourrir, faire, qui ne sait pas marcher, qui est dépendant de ses parents. Et c'est là qu'il y a la toute-puissance des parents, parfaits, idéalisés, sur un piédestal. Ils sont capables de tout. Mon papa, il peut tout. Ma maman, c'est la plus belle des mamans. C'est comme ça qu'on grandit, tous. Est-ce que nos relations avec nos parents, les conflits qu'on a eus avec eux, sont susceptibles d'affecter nos choix, de canaliser nos choix futurs à l'avenir? On ne le dira jamais assez. C'est ça qui conditionne tous nos choix, qu'ils soient professionnels, personnels, même amicaux. Il y a un travers chez une de mes patientes, un travers chez le papa, qui a fait que tous ces choix amicaux sont tombés dans le même piège de ce travers du papa. Une autre patiente, les défauts du père ont fait qu'il y a eu ce qu'on appelle les scénarios répétitifs. Elle s'est mariée plusieurs fois et elle a eu le même genre de profil jusqu'à la thérapie, jusqu'à ce qu'on prenne les clés de soi, jusqu'à ce qu'on se comprenne, comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Là, vous avez évoqué un point très important. Les gens qui rompent une relation attirent toujours les mêmes personnes et sont attirés toujours par les mêmes personnes, même si la forme extérieure ou externe diffère. Est-ce qu'il y aurait un moyen de rompre ce cercle? L'opposition rationnelle ou la complémentarité rationnelle-émotionnelle ne s'explique que par, pour moi, que par conscient et inconscient. Quand on est dans le rationnel, ça veut dire qu'on réfléchit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de psy, en fait. On a un cerveau normalement constitué qui fait que, oui, telle personne est nocive, mais je l'aime. Voilà, c'est le rationnel. Le rationnel qui est dans le conscient. L'inconscient, lui, a enregistré depuis des années, depuis la tendre enfance, que tant que tu n'auras pas découvert ça, et le ça peut être les travers des parents, un traumatisme dans l'enfance, un abus, qu'il soit sexuel, psychologique ou de tout autre genre, conditionne les choix, pour répondre à votre question. Il y a un livre surprenant qui s'intitule « Getting the Love You Want », qui justement a catégorisé notre cerveau ou notre cervelle en deux. Le old brain, l'ancien cerveau ou l'ancienne cervelle, et la nouvelle. Et apparemment, on est manipulé à fond, à 90%, par l'ancienne cervelle ou l'ancien cerveau. C'est seulement à 10% que nous agissons d'une manière rationnelle. Donc c'est terrifiant. Absolument, absolument. C'est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut décoder l'inconscient. Les rêves, c'est la parole de l'inconscient. Ce sont les messages que votre inconscient vous envoie. Mais l'inconscient, l'hypnose a beaucoup traité les messages de l'inconscient. Votre inconscient, il est censé vous protéger. Mais il est un peu bête, l'inconscient. Il vous protège contre la douleur. En disant, ah, attention, si tu te souviens de ça, ça veut dire que tu vas pleurer. Ne t'en souviens pas. Sois dans le déni. Enterre tout ça. Pour ne pas avoir mal. Lorsque moi je dis à mes patients, mieux vaut avoir mal une bonne fois pour toutes et nettoyer la blessure, lui permettre de se cicatriser, que de se traîner un mal qui affecte nos relations, qui affecte notre vie, qui affecte notre quotidien, etc. Parce que rien ne disparaît. Nous sommes prisonniers, comme vous le disiez si bien, d'ailleurs je vais prendre les références de ce livre, il m'a l'air très intéressant. Nous sommes prisonniers de nos croyances.
Si on fait ça, on va avoir mal. Si on dit du mal d'un tel, ça veut dire on va culpabiliser. Et nos croyances, elles sont construites dans l'enfance, mais aussi dans la société, aussi par les interdits religieux. Revenons à votre parcours professionnel. Quelle est la différence entre psychanalyste et psychologue, la psychanalyse et la psychologie? Écoutez, je ne saurais pas vous donner de différence vraiment scientifique, mais laissez-moi simplifier un peu les choses en disant que quand on va voir un psychanalyste, on est face presque à un mur. Le psychanalyste ne parle pas beaucoup. Il vous laisse parler, il vous laisse vous libérer par la parole. Et de temps en temps, il vous dirige. De temps en temps, il vous montre un chemin. Soit vous le saisissez, soit votre inconscient vous protège et vous n'arrivez pas à saisir ça. Donc, c'est votre travail, c'est un travail extrêmement long, extrêmement douloureux, mais très bénéfique. À la sortie d'une psychanalyse qui peut durer 15 ans. Et bon, c'est difficile quand même. C'est difficile de mettre le fer dans sa blessure pendant 15 ans, c'est pas évident. Entre l'hypnose, la psychanalyse ou la psychothérapie, comment est-ce que le patient pourrait faire son choix? Est-ce que c'est le patient qui choisit ou c'est le psychologue qui va le référer par la suite à des spécialités plus importantes? Le patient, il a besoin de parler. Il arrive à un moment, s'il décide de consulter, que ce soit un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute et toute la terminologie. Quand il décide de consulter, ça veut dire qu'il a besoin de partager, qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. Donc, il va frapper à la porte de celui qui, s'il est psychiatre, va lui donner des médicaments. C'est ce que je reproche un peu au milieu psychologique égyptien, c'est que le soin passe toujours par les médicaments, alors que les gens ont besoin de parler et surtout d'être écoutés. Surtout d'entendre « Oh là là, vous avez raison, oh là là, ça a été dur, oh là là, si j'étais à votre place, j'aurais vraiment souffert de ça. » L'écoute empathique, d'accord? Donc ça, normalement, il le trouve chez le psychologue. Ce n'est pas pour vanter les mérites des psychologues, mais c'est dans le cheptel, dans l'éventail de ces professionnels de l'âme humaine, c'est normalement chez le psychologue, selon moi. Le psychanalyste, il va attendre que vous découvriez par vous-même. Est-ce qu'on pourrait dire que le psychologue et le psychiatre se complètent? On peut ne pas parler avec un psychiatre. On peut lui dire « j'ai tel symptôme », boum, il va faire son ordonnance, vous allez repartir. Mais est-ce qu'il n'aurait pas besoin de faire de la psychothérapie? Si, normalement, il a besoin puisque c'est la seule, c'est la racine commune psy. Quelqu'un qui ne sait pas où aller ou que faire, est-ce qu'il doit aller vers le psychiatre d'abord ou le psychologue? Le danger, entre guillemets, avec un psychiatre, c'est qu'il aura toujours tendance à prescrire des médicaments. Vous n'allez pas bien, tenez, voilà une béquille. Vous n'allez pas bien, tenez, voilà un antidépresseur. Mais quand on a la béquille, c'est comme si sur une blessure, vous mettiez du plâtre pour maintenir la blessure. Mais sous le plâtre, il y a une souffrance, ça fait mal. Donc le psychologue, lui, nettoie la blessure avant de mettre le plâtre. Je ne sais pas si l'image porte. Parfaitement. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à s'aimer. Ces personnes se détestent, elles ne s'aiment pas. C'est très difficile de s'aimer. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, on n'a pas reçu le bon enseignement, la bonne éducation pour s'aimer. Qu'est-ce qui fait, et là aussi je reviens à mon refrain préféré, à l'enfance.
quand les parents encouragent, quand les parents montrent du doigt les qualités, quand les parents s'émerveillent sur le comportement de leur enfant, quand les parents disent à l'enfant « quoi que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, je t'aime », un amour inconditionnel. C'est pas si tu as de bonnes notes, je vais t'aimer. C'est pas si tu es tranquille à la maison, je vais t'aimer. C'est pas conditionné. Je dois être ceci, je dois faire cela pour décrocher l'amour. Et c'est dans les yeux des parents qu'on commence à s'aimer, à se reconnaître, à se dire, ben tiens, voilà, j'ai ces qualités-là. Et puisque les deux êtres parfaits, à mon avis, m'ont dit que j'étais aimable. On ne dira jamais assez le sens de ce terme-là. Pour être aimé, il faut comprendre qu'on est aimable. Et là, c'est dans le miroir des parents. On ne peut pas faire autrement. Mais par contre, si on dit « oui, toi, tu es comme ton oncle et alors que l'oncle est quelqu'un d'absolument insupportable, toi, tu es comme ton grand-père, lui, il était très colérique, etc. » La plupart du temps, l'enfant se dit « cette étiquette est la bonne, je le crois, puisque ça vient de mes parents, je le crois. » Et on grandit comme ça, et on ne se reconnaît pas comme étant aimable, donc on ne s'aime pas. Le regard de l'adolescent sur lui est toujours cet âge ingrat, comme on l'appelle, et toujours mes cheveux ne sont pas comme je voudrais, je ne suis pas aussi élégant que les copains en classe, je n'ai pas suffisamment d'argent pour m'acheter des marques de vêtements, des marques de sport, etc. Donc l'adolescent, il se questionne. C'est pour ça que cet âge est difficile. C'est pour ça qu'en se questionnant, il se révolte. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa peau. Il ne s'est pas encore découvert. Il ne sait pas s'il est le produit de ses parents ou c'est un être indépendant. Docteur Nazli Farid, vous êtes psychanalyste, psychologue, vous avez un doctorat en littérature française. Merci de nous avoir autorisé à faire un tout petit tour dans votre monde, mais il y a encore beaucoup à dire. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. Merci à vous. Donc, c'était docteur Nazli Farid qui nous a emmenés dans son monde de psychanalyste, de psychologue, dans son parcours, ses pensées. Il y a encore beaucoup à découvrir, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.